Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'ail et de presse-ail. Alors pourquoi parler d'ail? Tout simplement parce que c'est un légume qui a des propriétés exceptionnelles, qui est utilisé depuis toujours, en tout cas depuis au moins 5000 ans. Il existe à l'état sauvage et nous on le mange sous une forme cultivée mais qui reste quand même très riche dans certaines substances qui nous sont bénéfiques. Et puis je vais vous parler des presse-ail, puisque comme j'utilise l'ail au quotidien, j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de presse-ail, pas mal de modèles, et on va voir ensemble l'efficacité et la durabilité de certains. Donc j'ai mis mes armes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y en a un autre que j'ai jeté, mais que je vais vous montrer en photo, et qui a cassé en fait. Et là, j'en ai un aussi qui a cassé, après de bons et loyaux services pendant plusieurs années. Simplement, même les pressailles en métal, ils ne sont pas éternels, loin de là. Donc quand on utilise un pressail quasiment tous les jours, au bout de quelques années, forcément, il peut rendre l'âme. Alors on va commencer par parler de l'ail. Donc l'ail, c'est une plante qui est cultivée notamment dans le département dans lequel j'habite, dans le Tarn-et-Garonne. Il y a dans la ville de Beaumont-de-Lomagne, qui est pas très loin de chez moi, il y a la fête de l'ail tous les étés. Et donc il y a des processions, il y a une soupe à l'ail, et puis il y a évidemment de l'ail rose qui est vendu. Dans le sud-ouest, l'ail, c'est une véritable tradition. On peut penser aux pommes de terre sarladaises avec le persil et l'ail. L'ail, on en met un petit peu partout. Alors je vais résumer succinctement les propriétés de l'ail, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de rentrer dans le détail. Alors là, il y a des propriétés intéressantes pour lutter contre les tumeurs de l'estomac et du gros intestin. Il y a tout un tas d'études qui ont démontré ça. L'ail, il est reconnu comme hypotenseur. Alors c'est un vrai hypotenseur. Ça veut dire que si vous prenez de l'ail de façon quotidienne en trop grande quantité, vous pouvez avoir des chutes de tension avec des vertiges et puis tout ce que ça implique, des chutes et puis des coups de fatigue. Donc attention à l'excès d'ail. Une ou deux gousses par jour, a priori ça ne devrait pas poser de problème à moins que vous ayez une sensibilité particulière. En revanche, si vous en prenez plus, attention. Donc l'ail, c'est également un excellent fluidifiant sanguin. Donc à ce titre, pour les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants, attention, si vous prenez en même temps de l'ail tous les jours, il y a des fortes chances que ça ait un effet additif. Et du coup, il faudra que vous alliez voir votre médecin qui diminue l'anticoagulant, voire qu'il le supprime. D'une manière générale, l'ail est bénéfique pour tout le système cardiovasculaire, le système circulatoire. Il permet de lutter contre la formation de la plaque d'athérome. Donc c'est ce mélange de cholestérol et de calcium qui forme une espèce de glu et qui va se coller sur la paroi des artères. Ensuite, il va rigidifier les artères, puisque les artères, elles ont des muscles qui leur permettent de se dilater, de se contracter. Et si on met à l'intérieur une plaque, une espèce de ciment qui empêche les artères de se contracter et de se dilater, le corps ne va plus être capable notamment de réguler la tension. Alors là, il y a également des propriétés hypoglycémiantes, donc qui permettent de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc encore une fois, les personnes qui ont un diabète, qui prennent des médicaments pour faire baisser le taux de sucre, et qui en plus prennent de l'ail, il faut qu'elles vérifient avec leur médecin que l'ail n'a pas un effet additif, auquel cas il faudra diminuer le médicament. Et peut-être même sans passer, mais bon, ça il faut voir avec le médecin. Alors ensuite, l'ail, c'est un antiparasitaire, donc il va permettre d'éliminer une bonne partie des parasites intestinaux, donc ça c'est pas mal. Il agit sur la bactérie qui est responsable de l'ulcère Helicobacter pylori. Il agit également sur le Candida albicans. Et puis sur tous les parasites intestinaux, enfin pas forcément tous, mais la plupart, puisqu'il y a certains parasites qui peuvent être résistants à l'ail, qui ne sont pas sensibles à l'ail. Mais en tout cas, sur la majorité, il aura une action très forte. Ensuite, l'ail, c'est un puissant anti-infectieux. Il est à la fois antiviral, antimicrobien, anti-champignon. Donc se faire des cures d'ail quand vous êtes atteint d'une infection, quelle qu'elle soit, ça va permettre de vous libérer de cette infection beaucoup plus facilement. Après l'ail, il a une action contraceptive. Quand vous prenez de l'ail, il y a des chances que vous ayez peu de rapports sexuels avec votre partenaire s'il n'en a pas pris. C'est une blague évidemment, mais l'ail, il va entraîner une odeur assez forte qui vient de ces composés soufrés et qui est assez redoutable pour faire fuir les gens autour. C'est un petit peu le problème de l'ail et puis de toute cette même famille, les oignons,
l'échalote, la ciboulette, toutes ces plantes qui sont riches en soufre, et puis même le radis. Ce soufre, en fait, on va l'exhaler à la fois durant la digestion. Les composés soufrés, ils vont se former durant la digestion. Ensuite, ils vont repasser dans le sang et ils vont être éliminés par les poumons. Ou alors, ils vont remonter sous forme de roux, sous forme de gaz, qui vont remonter dans la bouche. Donc voilà, donc c'est pas super dans notre société actuelle. C'est bien dommage parce que l'ail, c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. C'est une plante qui coûte pas cher, qu'on trouve absolument partout, et puis qui a des propriétés bénéfiques un petit peu partout dans le corps. C'est clair que tout le monde devrait manger de l'ail. Pas forcément tous les jours, hein, mais au moins plusieurs fois par semaine. C'est une évidence. Bon, et pour finir, l'ail, c'est quand même super bon. Franchement, on peut faire plein de sauces. Là, ce week-end, j'ai fait une sauce avec fromage de chèvre frais, de l'ail, du persil, de la ciboulette, quelques autres épices. Voilà, c'est à tomber, hein. Vous prenez des feuilles de... C'était en apéritif. On prend des feuilles par exemple d'endive ou des carottes ou ce que vous voulez. Moi, j'avais pris des feuilles d'endive. On trempe dans cette petite sauce. Et puis voilà, quoi, ça fait une petite trempette, comme disent les Québécois, et c'est super bon. Ou alors, vous faites des petites barques. Hein, vous allez mettre un petit peu de cette préparation sur les endives que vous mettez sur un plat, et comme ça, les gens se servent. Voilà, c'est super bon, c'est frais, ça coupe pas l'appétit, hein, comme on peut avoir l'appétit coupé avec des chips ou des cacahuètes. Donc j'aime bien mettre ça en apéro. Bon, et puis comme tout le monde en prend, tout le monde aura la même haleine, donc c'est pas un problème. Voilà, donc après vous pouvez, alors l'ail dans tous les plats cuisinés, hein, dès qu'on fait un plat on peut mettre de l'ail, hein. Il suffit de faire du riz, vous mettez un petit peu d'ail avec un petit peu de persil ou des épices, et tout de suite votre plat il prend du corps, hein. Donc voilà, c'est vrai que j'utilise l'ail un petit peu partout. Dans mes sauces de salade, donc qui contiennent ni vinaigre ni citron, je mets souvent du tamari, donc qui est une sauce de soja qu'on trouve au magasin bio. Tamari, huile d'olive, ail, persil, ciboulette, avec un petit peu de purée de sésame, un petit peu d'eau. Ça vous fait une espèce de sauce pour salade sans vinaigre, donc qui n'est pas acide et donc qui ne va pas perturber l'action de l'amylase salivaire, puisque cette dernière n'agit qu'à pH neutre. Donc si vous mettez du vinaigre ou du citron, vous neutralisez l'amylase salivaire, et adieu la prédigestion du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, de tous les glucides complexes. Donc ce serait un peu dommage de bloquer cette prédigestion juste parce qu'on a pris du vinaigre ou du citron durant le repas. Alors après on peut se poser la question, faut-il manger l'ail cru ou l'ail cuit? Il faut savoir que les propriétés de l'ail, on les a avec l'ail cru. L'ail cuit, il perd une bonne partie de ses propriétés parce qu'il y a notamment certaines substances qui vont être détruites par la chaleur. Donc il faut savoir que dans l'ail, il y a une molécule qui s'appelle l'alliine, qui est une molécule inactive et qui est complètement inodore, qui va être transformée grâce à une enzyme qui est contenue naturellement dans l'ail, qui va être transformée en allicine. Et c'est cette substance qui a ce côté hyper odorant qu'on connaît tous dans l'ail. Et puis ensuite, cette substance, l'allicine, va être transformée elle-même en d'autres substances soufrées qui vont avoir des propriétés bénéfiques, notamment pour lutter contre certains cancers. Cette substance, l'allicine, elle se forme au contact de l'air grâce à une enzyme. Et c'est pour ça que l'ail écrasé, l'ail broyé, va avoir une odeur beaucoup plus forte que si vous coupez simplement de l'ail comme ça en petits morceaux sur la planche. Et du coup, l'intérêt d'utiliser un presse-ail, c'est justement d'écraser, de broyer l'ail, hein, ça fait presque un jus même, hein. Et alors là, on va vraiment avoir une production d'allicine beaucoup plus forte, et du coup avoir un effet beaucoup plus fort. Et d'ailleurs en goût, on ressent tout de suite la différence. Quand vous coupez de l'ail à la planche comme ça au couteau, vous faites des espèces de petits morceaux, donc là il n'est pas écrasé, et vous verrez que l'odeur sera moins forte. Mais surtout, quand vous le mettez dans une sauce, par exemple une sauce pour la salade, vous verrez que ce sera beaucoup moins fort que si vous pressez l'ail. Alors il faut savoir que quand on fait des comprimés d'ail, notamment l'ail désodorisé, comme on l'appelle, l'allicine est détruite. Et du coup, les bénéfices qu'on peut avoir grâce à cette substance, on ne les aura pas. Donc méfiance. Bon, moi, vous savez que je ne suis pas pour prendre des compléments alimentaires, surtout quand on a un produit qui existe à l'état naturel, à l'état brut et qui n'est pas cher. Pourquoi vous allez dépenser 20 € dans une boîte de gélules
alors qu'on trouve de l'ail à, je sais pas, enfin moi sur mon marché, l'ail en ce moment il est à 6 € le kilo. Quand vous prenez 1 kg d'ail, vous en avez quand même pour un petit moment. Donc franchement, les compléments alimentaires d'ail, j'en vois pas du tout l'intérêt. Et puis en plus, si c'est inefficace, ça a encore moins d'intérêt, ça c'est clair. Alors l'ail, il contient également des antioxydants, donc ça c'est pas mal. Il contient des flavonoïdes, il contient des tocophérols, la vitamine E, et il va contenir les composés soufrés dont j'ai déjà parlé. Et donc tous ces composés ont des propriétés antioxydantes. Donc ces antioxydants vont lutter contre les radicaux libres. Si on donne une image, c'est un petit peu les radicaux libres, c'est un petit peu ce qui fait rouiller le clou. Donc ces substances antioxydantes, c'est des substances anti-rouille si vous voulez. Donc ça va ralentir le vieillissement du corps et puis ça va également empêcher le développement de certaines maladies qui vont apparaître, d'autant plus qu'il y a de radicaux libres. Il y a certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires et puis le vieillissement d'une manière générale, le vieillissement précoce qui va être responsable de certaines maladies dues à l'âge. Voilà, donc ces antioxydants, ils ont un réel intérêt et là, ils jouent un rôle hyper important là-dedans. Alors, pour avoir des propriétés antioxydantes, pour avoir des propriétés bénéfiques, il faut minimum 2 grammes d'ail par jour, 2 à 6 grammes. Donc, il faut voir que cette petite gousse, elle pèse 8 grammes. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas beaucoup. Donc, j'ai des gousses qui sont plus petites. Celle-ci, elle fait 6 grammes. Voilà, donc... franchement, manger une gousse d'ail par jour, c'est quand même pas énorme. Si on coupe la moitié, qu'on en mange midi et soir par exemple, ou alors si on n'en prend qu'une et qu'on mange que le soir ou que le midi, c'est largement faisable. Moi personnellement, l'ail le soir, c'est un petit peu rude. J'ai l'impression que ça perturbe un peu ma digestion. Alors là, il a un effet laxatif, plus ou moins fort chez certaines personnes. Bon, j'ai l'impression que ça perturbe un peu mon sommeil en fait, plutôt que la digestion, je sais pas, mais c'est peut-être parce que ça perturbe la digestion qu'ensuite ça perturbe mon sommeil. Donc du coup, je préfère manger l'ail le midi et le soir, j'en mange peu ou pas. Mais après, c'est à vous de voir comment votre organisme réagit, parce qu'on n'est pas tous identiques. Il y a des personnes qui vont parfaitement supporter l'ail le soir et puis d'autres, comme c'est mon cas, pas trop. Donc voilà, c'est à vous de voir. Alors là, il contient également de l'inuline, qui est un prébiotique. Alors c'est quoi un prébiotique? C'est une substance qui va nourrir les bactéries de notre microbiote intestinal. Donc cette inuline va nourrir les bonnes bactéries. Alors il y en a dans l'ail, il y en a dans la racine de chicorée, il y en a dans différentes plantes. Et donc ça a un intérêt aussi pour notre microbiote, sachant que le microbiote, il joue un rôle capital dans notre santé. Plus les recherches avancent et plus on se rend compte du rôle colossal que joue ce microbiote. Il a une action sur notre psychisme, il a une action sur l'immunité, il a une action sur la prise ou la perte de poids, il a une action sur la régulation de la glycémie, des lipides sanguins. Donc apporter des prébiotiques, donc des substances qu'il y a dans certains aliments qui vont nourrir notre microbiote, c'est capital. Et parmi ces substances, il y a aussi évidemment toutes les fibres qui sont contenues dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes notamment. Alors pour les femmes enceintes, il n'y a aucune contre-indication, sauf pour éventuellement les femmes allaitantes, parce que là, il peut changer le goût du lait, et du coup, le nourrisson peut ne pas avoir envie de boire ce lait qui a ce goût un peu particulier. Donc si vous mangez de l'ail, je vous conseille d'arrêter, si jamais le nourrisson n'a pas envie de téter. Prenez plutôt des choses anisées, un peu d'anis, de graines de fenouil, sous forme de tisane par exemple. Là au contraire, ça va donner un petit goût sympa au lait. Alors là, il a des propriétés également bénéfiques sur la sphère ORL. Il y a des études qui ont montré que quand on prenait de l'ail pendant plusieurs semaines, les personnes qui attrapaient un rhume par rapport au groupe placebo, les personnes qui avaient pris un placebo, avaient un rhume qui durait moins longtemps et qui avait des symptômes moins forts. Donc l'ail, il a un intérêt, mais en préventif. Quand vous avez votre rhume et que vous prenez de l'ail, c'est déjà trop tard. Si vous n'avez pas pris de l'ail avant, ça n'a pas trop d'intérêt. Le rhume, je rappelle, c'est un processus de nettoyage du corps qui est tout à fait naturel. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires d'où tu tires ces sources. Moi, c'est ce que j'ai appris en école de naturopathie. C'est un processus qui permet de déloger les toxines qui se sont enquistées dans les tissus, dans le liquide extracellulaire notamment. Et ce processus de rhume permet de déloger ces toxines et de les évacuer
Et pour ça, le corps il va utiliser notamment les virus qui sont comme des petits ouvriers que le système immunitaire va contrôler pour arriver à obtenir ce qu'il veut de ces virus. Donc on va voir maintenant un petit peu les différents pressailles. Alors je vais commencer par vous montrer ce pressail là. Je vous montre la photo parce que je l'ai plus, je l'ai jeté depuis. Donc c'est un pressail que j'ai acheté qui a dû me durer un an et demi. Et en fait c'est la partie métallique, hein, c'est la partie où il y a les petits trous là, qui est sortie. Hein. La plaque de métal devait être un peu trop fine. Il était pas mal parce qu'il y avait des petits picots, donc en fait quand on écrasait ça ressortait bien tout. Sauf que il est décédé au bout d'un an et demi de bons et loyaux services. Alors le pressail que j'utilisais avant, c'était ce modèle-ci. Donc ce type de pressail qui marchait plutôt bien, sauf que là cette branche elle s'est dessoudée de cette partie métallique. Voilà, c'est dommage. Et du coup, quand on presse l'ail, le truc il ressort, donc ça marche pas. Bon, il fallait appuyer un peu fort, c'était quand même pas le top. Mais bon, il a fait son travail pendant quelques années. Alors après, il y a ce type de pressail que je crois que j'ai jamais utilisé, qui est un truc ancien en aluminium, que j'ai retrouvé. Et que je conseille pas, franchement, il y a beaucoup mieux. Alors après, il y a ce pressail là. Alors ce pressail là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce qu'il avait des petits picots. Sauf qu'à l'usage, en fait, cette partie mobile, ici, là, cette partie, elle bouge un petit peu. Et du coup, si elle n'est pas au bon endroit, on ne peut plus fermer. Et quand on va presser l'ail, cette partie, elle va bouger un petit peu. Alors, je suis obligé de forcer. C'est galère déjà, là. Voilà, je suis obligé de forcer pour que ça rentre bien. Et en plus, là, ce que je vois, c'est que ici, les picots, ils sortent bien. Et par contre, là, les picots, ils sont à l'intérieur d'un millimètre. Du coup, ça n'appuie pas de façon homogène sur toute la surface. Donc ça, c'est vraiment un pressail, j'ai envie de dire, à la con. Parce que, en fait, il marche pas bien, quoi. Donc, évitez les parties mobiles. Hein. Quand cette partie-là, elle est mobile, la partie qui sert à appuyer l'ail, évitez. Franchement, ça, c'est pas top. Alors ensuite, il y a un autre pressail. Il y a celui-ci. Celui-ci qui est pas mal. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la durée. Mais en fait, celui-ci, l'avantage, c'est que la partie, la plaque, là, vous voyez, elle se sort. Et du coup, pour le nettoyer, c'est assez pratique. Donc, vous avez ici la partie qui va appuyer sur la gousse d'ail. Je vais vous montrer. On va prendre une gousse d'ail. Donc on met la gousse d'ail à l'intérieur et puis on appuie. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà, on appuie et la magie opère. Voilà, c'est assez facile. Alors ensuite, il faut toujours avoir un couteau. Hein. Voilà, vous faites comme ça. Bon, ça marche pas trop mal. Ensuite, vous pouvez remettre une gousse d'ail. Alors là, il y en a à peine qu'elle est sur le côté, donc il marche plutôt bien. Voilà, vous pouvez bouger un petit peu ça. Et on refait un coup. Voilà. Et donc là, vous voyez, là, il est bien pressé. Et comme je l'ai expliqué, l'enzyme qui a contenu dans l'ail, qui combiné à l'oxygène, va créer la lysine et donc va créer cette bonne odeur d'ail. Alors l'avantage de ce type de pressail, c'est qu'ensuite, vous pouvez nettoyer votre pressail assez facilement. Donc celui-là, franchement, il est pas mal. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il est pas mal. Après, vous avez ce modèle-là. Alors je voulais tester ça pour voir si c'était plus pratique à nettoyer et à utiliser. Alors, ce type de pressail, vous mettez une gousse, alors hop, hop, voilà, on met une gousse ici, et puis ensuite on appuie. Alors le seul truc, c'est qu'il faut mettre tout le poids de son corps. Ah, putain, c'est galère. Alors voilà, j'appuie comme un malade, et qu'est-ce qui se passe? J'ai une partie à l'intérieur qui a bien été écrasée, qui est bien sortie, mais alors j'ai une grosse partie qui n'est pas écrasé,
Enfin, Et en plus, il faut appuyer comme un malade. Alors c'est clair que pour le nettoyage, on est d'accord, c'est facile. Hein, mais par contre, franchement, c'est à éviter. Ce type de truc, c'est vraiment joli. Ça semble, sur le papier, ça semble bien, mais en fait, à utiliser, c'est pas pratique parce qu'il faut appliquer une force beaucoup trop importante pour pouvoir presser de l'ail. Alors le dernier modèle que j'ai utilisé, c'est une marque Joseph, donc c'est des designers qui ont créé ce presse-ail. Alors vous voyez, il se sépare en deux. Et quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu dubitatif. Je me suis dit que ça allait être un gadget, que la partie qui s'enlevait, en fait, ça allait pas être pratique. Alors ce qu'il faut déjà voir, enfin vous pouvez pas le voir, mais moi je peux vous le dire, c'est que la partie métallique, elle est hyper épaisse. C'est beaucoup plus épais que ça. Ça, je sais pas, ça fait peut-être, c'est difficile à évaluer, mais peut-être 1 mm. Ça fait le double. Hein. L'épaisseur de cette partie-là, je pense que c'est impossible que ça casse. Franchement, c'est impossible. Ensuite, vous avez une partie en plastique qui est suffisamment épais pour pas que ça casse. Et l'utilisation, elle est hyper simple. Hein. Vous mettez une gousse, vous mettez cette partie-là comme ça, et puis on presse tout simplement. Voilà. Alors c'est assez facile. Voilà. On prend le couteau. Le couteau, il est indispensable. Alors ce qui est pas mal dans ce modèle, c'est que cette partie-là, elle sert à gratter aussi. Vous voyez, ça sert à gratter. Donc pour le nettoyer, c'est pratique. Alors, on peut gratter un petit peu et puis on peut remettre un petit coup. Voilà, il y en a toujours qui sort. Et puis ensuite, vous grattez. Alors moi, cette partie-là, je ne la jette pas, hein, parce que quand vous coupez une gousse d'ail, quand vous la coupez sur une planche en petits morceaux, vous mangez tout. Hein. Donc bon, après, si ça vous gêne, vous pouvez la jeter. Moi, je ne la jette pas, je la consomme. Puis à nettoyer, c'est super pratique. Avec une brosse, là, hop, hop, vous faites enlever l'ail qui reste dans les trous. Ça se nettoie très vite. Donc voilà. Donc voilà un petit peu tous les presse-ail que j'ai testés. Et mon chouchou, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Alors que franchement, quand je l'ai commandé, parce que j'avais cassé mon presse-ail précédent, quand je l'ai commandé, je me suis dit, bon, on va tester, on va voir, parce que c'est toujours pareil. Il y a des discours marketing sur les sites qui vous disent que c'est super génial. Et puis après, dans la pratique, vous vous rendez compte que, par exemple, ce modèle-là, c'est super nul. C'est vraiment un truc que je déconseille. Celui-là, hein, avec la partie mobile, c'est pareil. C'est un truc que je déconseille. C'est franchement nul. Voilà, ça se bloque. Ça a à peine bougé. Ça se bloque. Et en plus, quand on vous regarde à l'intérieur, on voit que la partie en métal, là, ça, elle est plus petite que la partie à l'intérieur. Enfin bon, ça c'est vraiment un truc nul. Celui-là, il est bien. La seule chose, c'est le niveau de la durée de vie en fait. C'est que je ne sais pas en fait combien de temps ça va durer. Alors, je vais vous mettre les noms et les liens des presse-ail que je recommande. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc celui-là, je ne me rappelle plus le prix, le Joseph. Celui-ci, c'est un presse-ail, je pense, à une dizaine d'euros qu'on trouve absolument partout. Et puis ceux à fuir, voilà, regardez-les bien parce que ceux-là, je ne vais sûrement pas mettre un lien. Ça n'a aucun intérêt. Et celui-là, c'était, je crois, de la marque VMF. Il a été solide parce qu'il a fonctionné quand même longtemps, mais il est franchement moins pratique que celui-ci. Alors ensuite, l'ail, une fois qu'il a été pressé, pour qu'il se conserve, ce qui est pas mal, c'est de le mettre avec un petit peu d'huile. Moi, c'est ce que je fais. Je le recouvre d'huile et puis comme ça, on peut l'utiliser pendant quelques jours. Alors pour nous, c'est la dose d'une journée. Il faut voir que à deux, on consomme. Moi, j'en consomme pas des masses. Je consomme peut-être 1 ou 2 gousses d'ail par jour. Mais sinon, à deux, on doit consommer 6 à 8 gousses d'ail par jour. Donc ça fait pas mal. Et là, pour demain, par exemple, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit film plastique et je vais conserver ça au réfrigérateur, voilà, jusqu'à demain. Puis bon, ça évite aussi que l'odeur, elle embaume le frigo. Si vous mettez dans l'huile, hein, comme la molécule allicine, elle va avoir besoin d'oxygène pour apparaître, eh bien,
quand on recouvre d'huile, il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus de production de cette molécule. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre l'intérêt bénéfique de l'ail et puis de voir un petit peu quelles pressailles ont un intérêt et puis lesquelles ont beaucoup moins d'intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, donc le lien se trouve dans la description et je l'affiche ici. Et ceux qui souhaitent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.